Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité. Salut mes camarades. Bonsoir Elisabeth. Petit poteau, comme dirait Monsieur Mauduit. L'actualité économique et sociale en France, c'est la mise à l'arrêt de l'usine automobile Stellantis de Poissy dans les Yvelines pendant 3 semaines. En octobre, le constructeur parle d'adapter son rythme de production à un marché en berne. 2000 salariés du 4e groupe mondial vont se retrouver au chômage partiel, ça grogne. On ne sait pas donc, quel est l'avenir au niveau d'une future voiture qui pourrait arriver parce qu'on n'a pas de vision. De mémoire d'ancien, c'est du jamais vu, 3 semaines d'affilée ici dans cette usine. Non, c'est vraiment son plan de fermeture que la direction déroule. Stellantis envisage de mettre en pause temporairement plusieurs usines européennes. Le marché automobile en Europe est-il sous la pression de la Chine? Comment surmonter cette crise à 10 ans du coup près que sera l'interdiction des véhicules thermiques neufs? On en débattra ce soir avant de vous retrouver Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Et on part à Kaliningrad. Kaliningrad, Elisabeth, qu'est-il arrivé à l'avion de Margarita Robles, la ministre espagnole de la Défense, alors qu'elle volait du côté de la Lituanie, pas très loin de l'enclave russe de Kaliningrad? Brouillage. Justement, nous allons y aller dans cette enclave russe. Côté histoire, bien sûr. Et vous, Marie? Moi, je vous raconte l'affaire Babelio, l'histoire de ce réseau social préféré des lecteurs et des lectrices, qui aurait été truqué à coups de critiques assassines de certains romans phares de notre rentrée littéraire. Oh, ça sent mauvais, votre truc. À tout à l'heure. Et pour commencer, on reçoit la maman des poissons, comme dirait le chanteur Bobby Lapointe, Isabelle Autissier, grande navigatrice et présidente d'honneur du WWF France, le Fonds mondial pour la nature. Alors, les océans se réchauffent, s'acidifient, un camion poubelle de plastique s'y déverse à chaque minute. La surpêche est incontrôlable et le plancton marin diminue. Or, le plancton, c'est la moitié de notre oxygène à nous, les terriens. Autissier lance une bouteille à la mer, on la rattrape tout de suite. Isabelle Autissier, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Alain Diaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Merveilleuse femme, navigatrice, écrivaine, patronne, présidente du WWF. Et alors, ce livre, absolument génial, roman graphique, une bouteille à la mer, avec une donc autrice allemande, d'origine allemande, Zelba. C'est drôle, c'est très malicieux, c'est de la vulgarisation pour tous, c'est dense, et vous êtes un caniche rose pendant 4 pages. Donc, elle n'y a quand même pas été avec la moitié du crayon, Zelba. On s'est bien amusés, oui. Vraiment, toutes les deux. On s'est rencontrés, quoi. Oui. Et l'idée, au moment où les nouvelles sont quand même majoritairement mauvaises pour les écosystèmes, c'est d'essayer de donner quelques indices d'espoir, hein, c'est ça? Des indices d'espoir. Oui. D'abord, c'est de traiter pas sérieusement un sujet sérieux, parce que c'est un peu plus facile. En plus, le roman graphique permet de faire des petites vignettes, des petites explications. Des petites choses. Et effectivement, on ne va pas se laisser faire, hein. On ne va pas se laisser abattre. Alors, comment? On en parle avec vous après votre profil idéal réalisé par Gaël Legras. Isabelle Autissier, vous êtes navigatrice et présidente d'honneur de la fondation WWF France. Dans la BD que vous co-signez avec l'autrice Zelba, vous évoquez l'urgence à protéger les mers et les océans. Alors, comment ouvrir les yeux et agir? Pour répondre à ces questions, vous avez le profil idéal. Dès l'âge de 6 ans, en naviguant en famille sur un petit bateau au large de Lancieux dans les Côtes d'Armor, vous ressentez un plaisir charnel et émotionnel. Le bruit de l'eau, la griserie du vent, la sensation de liberté, le parfum de l'aventure. À l'âge de 31 ans, vous participez à la Mini Transat qui relie Concarneau à Fort-de-France avec l'intention de ne pas trop traînasser. Il faut tenir 15 jours, 3 semaines, il ne faut pas s'épuiser, il faut arriver à gérer un peu sa vie, son sommeil, et tout en continuant à aller le plus vite possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lever le pied quand même. Vous terminez 3e. 3 ans plus tard, lors du Boc Challenge, vous devenez la première femme à réaliser un tour du monde en solitaire, 7e au classement après 139 jours en mer. C'était incroyablement court, j'ai l'impression que ça fait 3 jours que je suis partie d'ici. Ça a été tellement rempli, tellement plein de choses, d'émotions, de mer, de tas d'histoires, de tas de choses. Après d'autres exploits, en 98, vous décidez de vous consacrer à la défense de l'environnement. En 2009, vous devenez président de France du WWF, le Fonds mondial pour la nature. Réchauffement climatique, acidification des océans, surpêche ou encore pollution plastique, les batailles à mener ne manquent pas. Aujourd'hui, y compris au fin fond de l'Antarctique, où moi j'ai la chance d'aller, on trouve à peu près 30 000 microparticules de plastique par kilomètre carré d'océan, donc une pollution diffuse qui impacte beaucoup les poissons. Dans Une bouteille à la mer, vous rappelez que les mers et les océans fournissent 50% de l'oxygène de l'air que nous respirons grâce au plancton.
Vous partagez vos connaissances scientifiques avec une néophyte, l'autrice Zelba. Ensemble, vous allez aussi à la rencontre de l'océanographe Françoise Gale ou encore de la présidente de Sea Shepherd France, Lamia Essem Lali. Page 31, vous rappelez, c'est l'inaction qui rend zinzin. Agir est le meilleur remède à l'éco-anxiété. Oui, il y a une belle formule aussi, l'océan, un géant malade qui souffre d'humanité aiguë. Mais oui, c'est dommage, alors qu'au contraire, on devrait avoir tout pour être réconcilié, puisqu'il nous fait vivre. S'il n'y a pas d'océan vivant, il n'y a pas d'humain vivant. Nous fait respirer notamment. Hein. Gaël Legras l'a rappelé avec le plancton, c'est source de la moitié de l'oxygène que nous respirons. Respirer une fois sur deux, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Une question très concrète à propos de la surpêche, parce que vous êtes ingénieur et spécialiste de l'halieutique, c'est-à-dire l'exploitation des ressources maritimes et comment on fait par rapport à ces ressources. Comment est-ce qu'on interdit le navire de l'enfer, ce chalutier pélagique monstrueux qui ramasse combien 400 tonnes de poissons par jour de manière totalement illégale. Plus généralement, comment on interdit ces bateaux industrie? Alors, je pense que les citoyens peuvent faire pression. C'est ce qu'on essaye de faire avec le WWF. Donc, alors, c'est des pétitions, c'est essayer de se faire entendre. Après, c'est des organisations comme nous qui pouvons monter au créneau, qui pouvons aller voir les politiques, qui pouvons... Mais c'est pas facile parce qu'en face, évidemment, les intérêts économiques... Et il y a des lobbyistes extraordinairement puissants. Ils ont en gros sans doute 10 fois plus de lobbyistes que nous, je pense, au Parlement européen. Voilà. Et après, je crois qu'il ne faut pas lâcher. Et à la fin, on l'a vu par exemple sur la pêche profonde, on a fini par gagner. C'est parfois des années de travail. Grâce notamment à une ONG, Bloom, c'est rappelé dans votre ouvrage. Le plastique, ça vous le constatez quand vous allez à 81 degrés nord, au Spitzberg, il y en a partout, des microparticules. On ingère par semaine l'équivalent d'une carte de crédit de plastique. Comment fait-on de la même manière pour lutter contre ce déversoir qui est devenu l'océan? Alors là, il y a deux choses. D'abord, nous, il faut qu'on diminue notre consommation de plastique. Nous, les suremballages. Nous, les citoyens, je veux dire, on peut faire une partie du job. Si on va plus vers des choses pas emballées, on aura des choses pas emballées. Après, il y a en ce moment une négociation internationale sur laquelle il faut pousser, là aussi, les ONG sont au premier rang, parce qu'il faut diminuer notre production. On nous explique que non, c'est pas un problème, on peut continuer à en produire et puis on va s'arranger pour le ramasser, pour le recycler. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça se recycle très mal et ça se ramasse finalement pas beaucoup. Donc il y a qu'une solution, c'est diminuer notre consommation. En même temps, les pouvoirs publics essayent d'endiguer la consommation de plastique. On n'a plus de sacs plastiques, alors on se dit finalement, on n'y arrivera pas, même quand on fait des efforts, même quand les choses changent. Si, parce que pour l'instant, on n'est qu'à l'aube de tout ça. Enfin, moi qui suis une vieille dame, quand j'avais peut-être votre âge, on consommait 10 ou 20 fois moins de plastique. Est-ce qu'on était plus malheureux? Non. Donc il faut réfléchir quand même 5 minutes. On n'a pas besoin d'avoir les trucs emballés 4 fois et on peut faire des jouets en autre chose que du plastique, des meubles en autre chose que du plastique, des objets de cuisine en autre chose que du plastique parce qu'en plus c'est pas bon pour la santé, donc on gagne sur tous les tableaux. Isabelle Autissier, dans Une bouteille à la mer, vous êtes allée à la rencontre d'un gars formidable qui enseigne à Agro-Rennes et qui a conceptualisé une notion nouvelle, la pêche écologie. J'avais envie de vous demander, mais vous mangez du poisson, vous? Parce que quand on parle de la surpêche, on se dit il faut arrêter de manger du poisson. Est-ce que vous mangez du poisson? Alors, j'en mange un peu, mais j'en mange peu. Et c'est le message que j'ai envie de faire passer. Les Français mangent 4 fois plus de poissons que la moyenne mondiale. Donc, forcément, à un moment, ça encourage la surpêche, ça encourage la pêche illégale, parce qu'il faut nous le fournir, ce poisson. Et on n'en a plus tellement dans nos eaux. Donc, en fait, la pêche écologie, c'est de l'agroécologie rapportée marine. Voilà. Donc, ça veut dire d'abord qu'on pêche que ce que la nature peut nous fournir comme excédent. Parce que la nature, elle a besoin, dans ses rythmes à elle, d'avoir des espèces variées en nombre suffisant. Et on voit bien que si on met de plus en plus de bateaux, on finit par pêcher de moins en moins. Donc en plus, on est perdant. Donc on porte les coquilles Saint-Jacques sur sa chemise, mais on ne les met pas dans son assiette. On a compris le message d'Isabelle Autissier. Alors on va évoquer avec vous et avec Anna les limites. Pour que la Terre reste habitable, il faut ne pas dépasser un certain nombre de limites. 9, la 7e a été dépassée. Oui, des limites planétaires, il en existe effectivement. Voilà, tout à fait, il en existe 9. Jusqu'à maintenant, 6 avaient été franchis. On vient de l'apprendre hier. La 7e est dépassée. C'est l'acidification des océans. Alors la conséquence directe, c'est l'amenuisement, voire l'anéantissement de la vie marine.
et notamment les coraux, les crustacés, les requins font partie des espèces qui sont les plus menacées. Alors, qu'est-ce qui explique cette acidification ? Eh bien, c'est que les océans absorbent, pour faire simple, 30% du dioxyde de carbone relâché dans l'atmosphère, selon les chercheurs. Et la semaine dernière, nous recevions ici même le philosophe Dominique Bourg qui s'exprimait déjà en 2023 à ce sujet. Voilà ce qu'il disait. C'est très inquiétant car pour chacune des 5 grandes extinctions précédentes, la vie s'est d'abord effondrée dans les océans avant la Terre. Alors Isabelle Autissier, on y est, ça y est, on est au bord du gouffre ? J'espère qu'on n'y est pas encore tout à fait, mais enfin c'est vrai que moi aussi j'ai relevé cette triste nouvelle. C'est vrai que parce qu'ils absorbent nos gaz à effet de serre, les océans s'acidifient. Prenez un verre de coca bien acide, mettez un coquillage dedans, le lendemain matin, il n'y a plus de coquillage. D'accord ? Donc c'est ce qui est en train d'arriver. Les coquillages sont fragilisés, le plancton est fragilisé, et donc la vie marine est fragilisée. Et on l'a vu, ça nous fournit de l'oxygène, ça absorbe nos gaz à effet de serre, ça absorbe l'excès de chaleur. Donc, s'il n'y a plus de vie dans les océans, oui, on est mal. Et c'est un cercle vicieux, c'est une spirale infernale en plus, et ça, vous le rappelez parce très bien que dans ce livre. Moins ça va, si j'ose dire. Donald Trump, il y a quelques jours aux Nations Unies, a fait un discours tonitruant et assez incohérent, dans lequel on a retenu quand même une phrase effrayante. Le dérèglement climatique est la plus grande escroquerie du 21e siècle, quasiment. Qu'est-ce que ça vous inspire, sachant que ça vient de l'homme qui voulait annexer le Groenland, où vous allez très régulièrement d'ailleurs? Ça m'inspire que c'est un âne. Alors, est-ce qu'il le fait exprès pour être provocateur? J'ai peur qu'il le croie. J'ai peur que les gens autour de lui, qui sont essentiellement des pétroliers, lui aient prouvé, je ne sais comment d'ailleurs, parce que je ne vois pas comment on peut le prouver, qu'il n'y avait pas de problème. Et c'est vrai que c'est très inquiétant, parce que c'est quand même la première puissance économique du monde. Et c'est inquiétant par rapport aux scientifiques, vous êtes scientifique, et c'est inquiétant par rapport à la communauté scientifique qui va être démunie. Oui, et c'est très inquiétant, parce qu'il empêche les scientifiques de travailler. Et on l'a vu quand on était à Nice au mois de mai dernier, il avait empêché des scientifiques américains de venir témoigner et de venir rencontrer leurs collègues du monde entier. Donc ça, c'est vraiment grave. Donc ça, il faut vraiment se battre aussi pour ça. Vous qui voyagez beaucoup, Isabelle Autissier, quel est le degré de prise de conscience en France par rapport aux autres pays, sur tout ce que vous décrivez? Alors, sur les océans, moi, je l'ai bien vu avec Zelba. C'était un bon témoin. Elle avait entendu parler de certaines choses, mais au fond, quand on lui posait des questions, elle n'avait pas le niveau de conscience. Alors c'est vrai que ça l'a un peu... voilà, ça lui a fait du mal. C'est pour ça que dans la BD, on met des moments, on fait des injections de beauté pour lui remonter un peu le moral quand même. Mais je pense qu'on n'a pas conscience de la gravité des choses. Quand on dit que le corail meurt, à 2 degrés, 100% du corail meurt. Et c'est l'écosystème le plus productif au monde, dans le monde maritime. C'est ce qui permet à 2 milliards de personnes de trouver des protéines, parce qu'ils vont pêcher du poisson pour le manger eux-mêmes. Donc voilà, donc ça, on n'a pas conscience de l'énormité des choses. Et que notre avenir à nous est en jeu. Voilà. À travers donc à un moment donné, il faut le dire, même si ça ne fait pas plaisir, mais voilà, c'est le niveau de base. Après, on peut construire des solutions, mais il faut savoir de quoi on parle. Isabelle Autissier, une dernière chose. Lamia Essemlali, qui est la patronne, entre guillemets, de Sea Shepherd France, est dans le roman graphique. Paul Watson s'est vu refuser son asile par l'OFPRA il y a 2 jours. Qu'est-ce que ça vous inspire, Paul Watson, donc, qui lutte contre le braconnage des requins et des baleines, essentiellement, depuis 40 ans, et qui est le président de Sea Shepherd? Ça m'inspire qu'en fait, il aurait dû passer à côté de l'OFPRA, parce qu'on ne peut pas dire qu'il soit monsieur lambda, quoi. Et je pense, j'espérais que le président de la République, qui s'était manifesté à l'époque quand il a été en prison, envoie un signal qui permette, et c'est peut-être encore possible, et je souhaite que ce soit encore possible, que Paul Watson puisse rester en France, parce qu'on sait que sinon, il va aller en prison. Et que les Japonais veulent le récupérer. Absolument. Merci Isabelle Autissier d'être venue dans 28 minutes. Une bouteille à la mer contre l'éco-anxiété, agir, c'est votre devise. Chez Futuropolis, stock avec l'épatante dessinatrice et romancière graphique Zelba. Merci encore. Merci. Et on va passer après la mer, la terre. Débat sur l'auto en panne. Le groupe Stellantis, 14 marques, dont Peugeot, Citroën, Maserati ou encore Fiat, annonce fermer son usine de Poissy dans les Yvelines pendant 3 semaines. 2000 personnes vont se retrouver en chômage partiel. Il y aura d'autres usines qui seront fermées provisoirement en Europe pour mieux gérer les stocks, fermez les guillemets. Est-ce le symptôme d'une industrie malade de la concurrence chinoise et de la difficulté à tenir les objectifs du 100% électrique d'ici 2035? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Ils ont
l'impression que la direction leur fait le coup de la panne. 2000 salariés de l'usine Stellantis de Poissy dans les Yvelines vont être mis en chômage partiel et en congé durant 3 semaines le mois prochain. Ils s'inquiètent pour leur avenir. De mémoire d'anciens, c'est du jamais vu, 3 semaines d'affilée ici dans cette usine. Non, c'est vraiment son plan de fermeture que la direction déroule. D'autres usines en Europe seront également mises à l'arrêt temporairement, assure le groupe franco-italo-américain qui justifie sa décision par un marché européen difficile. Trop de stocks, des acheteurs attentistes, des ventes qui dévissent. À cela s'ajoute la transition vers le tout électrique qui crispe les constructeurs. Dans les allées du salon de l'automobile de Munich, ils ont reçu le soutien du chancelier allemand. Friedrich Merz appelle Bruxelles à revenir sur l'échéance de 2035 qui marquera le début de l'interdiction de vendre des véhicules à moteur thermique. Nous tenons bien sûr fondamentalement à la transition vers la mobilité électrique. Mais nous avons besoin de davantage de flexibilité dans la réglementation. La montée en puissance des véhicules électriques se révèle plus lente que prévu en Europe, où les constructeurs chinois, innovants et compétitifs, grignotent des parts de marché. Ils multiplient les points de vente et les usines. Notre nouvelle usine en Hongrie est en bonne voie pour démarrer la production à la fin de cette année. Cela démontre clairement l'engagement de BYD à rester en Europe. Alors les constructeurs européens peuvent-ils rivaliser avec leurs concurrents chinois? Obtiendront-ils gain de cause auprès de la présidente de la Commission européenne à qui ils réclament plus de flexibilité dans le passage à l'électrique? L'industrie automobile, Made in Europe, peut-elle se relancer? Nos 3 invités pour ce débat, Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club France. Selon vous, la mise à l'arrêt de l'usine de Stellantis, c'est la chronique d'une dégringolade annoncée. Les gens ne boutent pas la voiture, dites-vous, mais elle coûte beaucoup trop cher. Les voitures électriques ne profiteront pas à l'industrie française car ce sont effectivement et essentiellement les Chinois qui en fabriquent. À côté de vous, Diane Strauss, directrice du bureau français de l'ONG Transport et Environnement. Vous êtes par ailleurs membre du Haut Conseil pour le climat. Selon vous, nous sommes à un moment charnière. L'Europe doit reprendre la main sur la politique industrielle, sur sa politique industrielle, avec un marché qui privilégie l'achat de voitures assemblées en Europe avec des composants européens. Et à côté de vous, Daniel Attias, économiste, spécialiste du marché d'électromobilité, comme on dit. Vous êtes professeur d'économie à Centrale Supélec, à Saclay. Selon vous, il faut que l'interdiction des ventes de voitures thermiques avant 2035 et d'ici 2035 soit tenue pour des questions environnementales. La révolution électrique, c'est un bon choix sur le long terme pour nous tous. Et on démarre avec le chiffre du jour, Benjamin. C'est celui de la vente de voitures neuves dans notre pays qui connaît une mauvaise passe, une baisse de 28,7% depuis 2019, ce que vient donc confirmer l'arrêt de l'usine Stellantis à Poissy. On en parlait, Yves Cara, c'est la crise et ça inquiète des gens comme vous qui êtes attachés à la voiture, par exemple. Oui, pas seulement à la voiture. Nous, on prône une mobilité sûre, durable et pour tous. Et elle devient de moins en moins pour tous, avec ces voitures qui deviennent de plus en plus chères, l'entretien qui devient de plus en plus cher. C'est ça qui explique justement cette baisse des voitures neuves, le coût notamment? Le coût et puis l'incertitude aussi. Vous savez, on parle toujours de la confiance des ménages. On est en pleine incertitude. Il y a d'abord eu les ZFE. Qu'est-ce que je dois acheter pour continuer une circulation? Bon, on n'en parle plus. Donc les zones à faible émission, les zones à faible émission dans les voilà, villes. il y a Lyon et Paris maintenant. Le reste, voilà, c'est presque mort-né. C'est ce qu'on avait un petit peu annoncé aussi. Et puis, cette incertitude, dire qu'est-ce que j'achète. Donc, grosso modo, c'est maintenant, j'achète une voiture, je la garde le plus longtemps possible et on verra. C'est pas bon pour même la pollution, puisqu'une voiture ancienne pollue un petit peu plus. Pour la sécurité, les voitures modernes sont plus sûres. Et puis, pour l'économie en général. Ouais. Puis l'électronique partout, Daniel Attias, qui peut décourager certaines personnes. Avec ce prix, on va le voir à nouveau, le prix des véhicules neufs a augmenté de 7 000 € entre 2020 et 2024, plus 24%. C'est énorme. Comment on peut espérer vendre des voitures en augmentant tellement le prix ? Il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur inflationniste qui a joué sur les composants, oui, ça c'est sûr. Sur les Parce qu'il faut les importer, que ça coûte cher, etc. Voilà, oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors après, on peut rééquilibrer les coûts à un moment donné, rééquilibrer les prix de vente entre le thermique et l'électrique. Bon, les constructeurs s'y emploient doucement. C'est étape par étape. C'est une longue marche encore. C'est une longue marche. Mais en même temps, on n'a
plein d'autres possibilités. Il y a quand même du leasing social qui est en train de se mettre en place. Oui. Vous allez peut-être en parler. Qui a été porté par le gouvernement et qui a été pris d'assaut, d'ailleurs. Absolument. Et j'imagine que Diane Strauss, ça vous réjouit quand vous voyez la voiture électrique, mais même aussi, elle pâtisse beaucoup. Les Français n'achètent pas de voiture électrique parce qu'elles sont encore trop chères pour eux. Les Français n'achètent pas de voitures neuves parce qu'elles sont trop chères de manière générale. Et ça, c'est vraiment la résultante des stratégies. C'est spécifique à la France, enfin aux voitures vendues en France européenne, l'Europe. Oui. Ouais. Ça a été vraiment une stratégie des constructeurs européens d'aller construire des voitures très grosses, très chères, très équipées pour un marché de personnes très aisées. Mais maintenant, je dirais, ils payent les pots cassés puisque le marché stagne et que les ménages n'arrivent plus à acheter. Mais c'est vrai pour l'électrique comme pour le thermique. Et au contraire, pour l'électrique, on voit qu'il y a plutôt un rebond parce qu'on est à 20% des ventes en électrique. Si on prend Renault, par exemple, l'augmentation des ventes d'électrique, c'est 50% cette année en 2020. Les voitures électriques, c'est 2% du parc automobile global, c'est pas beaucoup. 2,2%, oui. C'est ça. Mais ça, c'est dû à une évolution normale, qui est qu'en fait, le parc il se renouvelle très lentement. Une voiture, ça dure 15 ans. Donc on va, même en 2035, si on arrive à tenir la date, il restera 70% du parc en thermique. Donc ça va prendre beaucoup de temps, mais c'est une évolution qui va arriver progressivement. Il faut dire, Yves Carrel, qu'on ne comprend rien non plus à la réglementation et les bonus. Visiblement, il y a eu 17 changements de bonus en France en 5 ans. Ah là, vous buvez du petit lait quand vous entendez ça, Yves Carrel. Est-ce que c'est une des raisons qui peut aussi, décourager les Français? Oui, puis il y a plein de personnes qui ont droit et qui n'en profitent pas certainement pour ce bonus écologique. Qui ne le savent pas. Et qui ne le savent pas, oui, parce que voilà, ça dépend de votre revenu fiscal, ça dépend, etc. Alors, bonus écologique, on y a tous droit. Ça va de 3 000 à 4 200, suivant vos revenus. Et vous avez même 1 000 € si la batterie est produite en Europe. Ce qui n'est pas encore le cas, parce que les 99%, c'est en fait en Chine. 99%. Vous savez, avec l'électrique, regardez, encore une fois, peu importe l'énergie, tout ce que les Français veulent, c'est une voiture qui déplace vos enfants, pas trop cher, et quelle que soit l'énergie, on la recharge en 10 minutes, ça nous va. Que ce soit l'électrique, du pétrole, du biocarburant, du carburant de synthèse, franchement... L'électrique et le pétrole, c'est quand même pas la même chose, les énergies fossiles sont polluantes. Oui, tout à fait. Alors, sortons des énergies fossiles, mettons du biocarburant, du carburant de synthèse ou de l'électrique s'il faut, mais... Si vous n'avez pas de recharge à domicile, rouler en électrique ou un minima au travail, c'est compliqué. Et l'erreur fondamentale, pour nous, mais pour les Français et pour les spécialistes, un petit peu ingénieurs et les constructeurs, c'est d'imposer une technologie. L'électrique, peut-être dans 100 ou 200 ans, ne remplacera pas le pétrole à court terme, à 100% pour les déplacements dont on a besoin. Laissons faire la multi-technologie, les multi-énergies, laissons voir celle qui va s'imposer et laissons les personnes choisir l'énergie qu'ils souhaitent. Vous n'êtes pas d'accord, j'imagine, Diane Strauss? En effet, je ne suis pas d'accord. Non, déjà, sur l'aspect social, il faut être bien conscient que 85% des ménages achètent sur le marché de l'occasion. Donc, quand on dit qu'il faut une voiture électrique pour tous, en fait, on parle des ménages très aisés et des grandes entreprises. C'est eux qui achètent sur le marché du neuf et c'est eux qui vont vendre ces voitures électriques sur le marché de l'occasion. Donc, si on veut des voitures électriques pour les classes moyennes, il faut qu'on accélère sur le rythme d'électrification plutôt que de ralentir. Ça, c'était la première chose. Après, la deuxième chose sur le multi-énergie, c'est qu'on connaît quand même beaucoup les limites des autres énergies qui sont les biocarburants, l'hydrogène, on en parlera peut-être. Elles ne peuvent pas être mises à l'échelle. C'est vraiment seulement l'électrique qui permet d'être mise à l'échelle. Ça veut dire quoi, pardon, mise à l'échelle? Mise à l'échelle, ça veut dire qu'il n'y aura pas assez de biocarburant pour tout le monde, il n'y aura pas assez d'hydrogène pour tout le monde. Donc, l'électrique, ça reste la solution. La solution qui permet de réduire les émissions. Et en plus, maintenant, c'est même plus une question climatique, c'est une question de souveraineté. C'est est-ce que l'Europe va réussir à produire des voitures électriques, les voitures du futur, sur son territoire ou pas? C'est ça l'enjeu. C'est les grosses yeux, votre voisin. Et juste les minerais qui sont raffinés quand même à 90% en Chine, on les aura jamais, ceux-là. On a quand même des leaders français comme Orano et Ramet. On peut très bien, grâce à une préférence européenne, développer l'industrie du raffinage. Mais ça demande une politique volontariste qu'on n'a pas encore eu sur le sol européen. Et ça va prendre combien de temps, ça? Attendez, on va continuer le débat, mais avant ça, on va évoquer justement le plan auto en Europe de la Chine avec vous trois et avec Anna. Ben oui, parce que la Chine a présenté il y a 2 semaines sa feuille de route pour les 2 prochaines années à venir, parce que là-bas, elle fait face à des difficultés, un marché intérieur qui est très concurrentiel et une demande en berne, et donc elle veut redresser la barre avec ce plan. Donc en 2025, Pékin prévoit de vendre au total, c'est-à-dire en Chine et à l'étranger, 15,5 millions de véhicules à énergie nouvelle, donc c'est des véhicules électriques et hybrides essentiellement, et c'est 20% de plus qu'en 2024. Mais pour tenir ce cap, eh bien, elle a besoin de l'Europe et donc d'exporter. Et là, elle est déjà en train, on va le voir, de passer la seconde. Stellali, qu'on a
a vu tout à l'heure la vice-présidente du constructeur chinois BYD, qui est le leader mondial de la voiture électrique aujourd'hui, a rappelé en marge du salon de l'auto à Lyon, je la cite, que le groupe était présent en Europe pour du long terme. Et d'ailleurs, la production de sa petite citadine électrique qu'on va voir qui s'appelle Dolphin Surf devrait débuter en Hongrie d'ici la fin de l'année. Le fait qu'elle soit fabriquée sur le sol européen, cette voiture, ça devrait lui permettre d'être éligible non seulement au bonus écologique, mais ça permet aussi à l'entreprise de contourner les droits de douane qui étaient jusqu'alors imposés à la Chine par l'Union européenne. Et puis, il y a un autre constructeur, XPeng, qui serait sur le point de devancer BYD. 2 de ces SUV, on les voit ici, pourraient être assemblés en Autriche dès la semaine prochaine, le 1er octobre. Alors, Daniel Attias, est-ce que ça y est, on y est à cette déferlante des voitures électriques chinoises qu'on nous promettait? Déferlante, je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie pénétration du marché européen. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des nouvelles normes environnementales qui leur sont imposées, qu'on n'arrivait pas à leur imposer en Chine. Il faut savoir que la fabrication des voitures électriques en Chine posait plein de questions en termes de production de CO2, de conditions de travail, etc., etc. Donc ça ne correspondait pas tout à fait à nos normes environnementales européennes. Donc il y a eu tout un débat là-dessus. Donc là, effectivement, c'est une manière aussi de leur imposer des normes, des conventions qui seront contraints de respecter d'une manière ou d'une autre. Et ça veut dire effectivement que le mouvement peut s'inverser. C'est-à-dire qu'à partir de ces voitures, on peut avoir des exportations vers la Chine. C'est ça qui peut être effectivement intéressant. Mais Diane Strauss, est-ce que par exemple c'est la fin de l'industrie automobile européenne telle qu'on l'a connue, le fait que ces voitures soient maintenant fabriquées en Europe? Je trouve que c'est une très bonne chose parce qu'en fait, quand on crée une confusion entre constructeurs européens historiques et industrie européenne. Les constructeurs européens, ce sont des acteurs globalisés qui ont d'ailleurs délocalisé depuis 15 ans de manière complètement indépendante de la voiture électrique. Ils sont partis au Maroc, ils sont partis en Turquie, ils sont partis en Chine. Regardez la nouvelle Clio 6 produite en Turquie. On ne savait pas. Et donc, finalement, que les Chinois arrivent sur le sol européen pour nous partager, et ça, c'est vraiment la condition, s'ils partagent leur technologie, leur innovation avec l'Europe, c'est une excellente chose, ça crée de l'emploi et ça crée une certaine ça crée de l'emploi, mais là, on vient d'apprendre cet après-midi même que Bosch va supprimer 13 000 emplois en Allemagne d'ici 2030, Yves Cara, premier équipementier automobile mondial. Donc là, on se félicite de l'arrivée des modèles chinois, mais c'est au détriment de notre industrie ou pas? Et des travailleurs. Je pense que ce soit une bonne nouvelle pour l'industrie, que les Chinois arrivent avec toutes ces voitures. Pourquoi? Parce que le partage de la technologie, c'est pas tellement dans la philosophie chinoise. Ils nous ont plutôt copié, mais c'est la condition, mais ils nous ont plutôt copié jusqu'à maintenant, reproduit, et ils sont plutôt très forts. Ils font des très bonnes voitures. On parle du BYD, XPeng aussi fait des voitures, vous en avez parlé, fantastiques, je les ai essayées. Je peux vous dire qu'en 15 minutes, vous les rechargez, vous repartez pour 400 km. On n'est pas capable de faire ça aussi, actuellement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on subventionne, nous, nos constructeurs européens? On les subventionne déjà un petit peu, parce que de toute façon, le bonus écologique, tout ça, c'est des subventions. Encore une fois, c'est de la respiration artificielle pour l'électrique. Si l'électrique était vraiment plébiscité par tous les Français, si ça correspondait, encore une fois, il faut que ça corresponde vraiment à notre usage. Je vous assure. Il n'y a pas assez de recharge, par exemple? C'est des problèmes très concrets et techniques, mais il n'y a pas assez de recharge. En itinérance, on peut recharger. Vous faites un Paris-Lyon, un Paris-Marseille. Si vous ne voulez pas le faire en TGV, vous le faites en voiture électrique. Vous avez des recharges. Il faut que la borne fonctionne. Il faut qu'elle ait la bonne puissance. Il ne faut pas qu'elle tombe en panne. Il faut qu'elle soit libre. J'ai tout essayé dans tous les week-ends. Je peux vous en parler. Et ça a un coût. Et le coût, c'est à peu près de 10 € pour 100 km, à peu près. Donc c'est à peu près comme si vous consommiez 6 à 7 € quand vous rechargez 6 à 7 litres quand vous ne rechargez pas chez vous. Donc ça c'est la réalité. Et c'était concluant ou pas, ce que vous avez fait? Oui, avant, ça prend un peu plus de temps. Bon. Mais alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est que d'abord, ça coûte à peu près aussi cher que le thermique, 6 à 7 litres à la consommation. Quand vous ne rechargez pas chez vous, il faut que la borne... Dans les grands départs, c'est compliqué. Moi, je suis arrivé à des bornes, elles étaient... les 20 minutes que je devais prendre pour recharger, ça s'est transformé en 1 heure parce que les bornes étaient prises. Donc, il fallait que j'attende qu'elles se libèrent, c'est tout. Réaction de Diane Strauss et après Daniel Attias. Oui, l'itinérance, c'est-à-dire rouler et se recharger sur l'autoroute ou en dehors de chez soi, c'est quand même assez rare parce que finalement, la majorité des trajets sont pendulaires autour de chez soi à une centaine de kilomètres et la recharge à domicile est vraiment très intéressante économiquement. C'est vrai. Donc, si le prix des voitures diminue et qu'on peut se recharger à domicile,
les Français s'y retrouveront sur leur porte-monnaie à terme. Et puis, ça nous permet aussi de sécuriser quand même la question de la volatilité du prix du pétrole, qui est une question qui se pose à l'heure actuelle avec l'instabilité géopolitique. Alors, il y a une borne temporelle aussi, en quelque sorte. C'est 2035, fin de la vente de voitures thermiques. Est-ce que c'est une échéance jouable? Pas pour Luc Châtel. Écoutez, le président de la plateforme automobile qui représente la filière automobile française. C'est un peu l'instant de vérité pour l'industrie automobile européenne. Pourquoi ? Parce que la question qui se pose, c'est peut-on concilier agenda climatique et pérennité de notre industrie ? Il est en train de se passer la disparition possible de notre industrie européenne. Nous ne tiendrons pas les engagements de 2035. Donc sur la fin de la vente de voitures neuves thermiques, je précise, Daniel Attias, 2035, c'est pas jouable ? Si. Alors, pourquoi ? C'est jouable parce que après c'est une histoire de volonté politique, de stratégie à l'échelle européenne. À l'échelle européenne, de stratégie des constructeurs. Elle était enclenchée. Elle était enclenchée. Moi, je pense qu'on a quand même tous aujourd'hui une conscience écologique et environnementale qui est assez forte. Et je pense que les pouvoirs publics peuvent y contribuer. Alors, moi, je suis pour aider les constructeurs. Et les aider à passer. Plus que les consommateurs, du coup. D'abord les constructeurs. Absolument. Donc, ce qu'on donne aux bonus, on le donne aux constructeurs. Oui, avec quel argent, par exemple, en France, sachant que c'est vrai, l'argent vient à manquer. Alors après, c'est des choix budgétaires, de réorientation ou autre. Moi, je rappelle souvent que les grands lieux où il y a eu des progrès fantastiques en termes d'électrification, c'est la Chine, c'est l'Asie et les États-Unis. Bon, les constructeurs ont été largement subventionnés. Ce qui n'est pas notre cas. Nous, on fait une politique de la demande. C'est-à-dire qu'on aide le consommateur. C'est ça. Oui, c'est un choix. Donc ça veut dire que si on met l'accent là-dessus, si on les oblige aussi, on les contraint par rapport à ça, à vendre des voitures moins chères, c'est-à-dire à baisser leurs marges, parce que quelque part, la question de la baisse des marges se pose aussi. Les marges sont quand même assez confortables aujourd'hui sur la plupart des gammes de produits. Alors Yves Carin, leur faire baisser leurs marges et conditionner ça à des aides, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est faisable, c'est envisageable ? Nous, on pense aux Français qui ont besoin de rouler. Et ce n'est pas aux politiques d'imposer une technologie. Les politiques imposent un agenda. L'ennemi, c'est le carbone, c'est pas le moteur thermique. On vous impose un agenda, vous vous débrouillez pour la technologie et, in fine, les consommateurs choisiront. C'est ça la réalité. C'est pour ça que la discussion de 2026 a été avancée à 2025. La clause de revoyure. Pour la clause de revoyure, parce que c'est tellement la panique que la coque, il y a des trous dans tous les sens, ils sont en train d'écoper, qu'il faut faire quelque chose. Voilà, ça a un sens quand même. S'il l'avance, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Certains vous diront que c'est le lobby automobile, justement, qui fait pression. Mais vous savez, le lobby automobile, il n'a pas été bon. Parce que s'il avait été vraiment bon, il donne des centaines de millions à des lobbyistes, on n'en serait pas dans cette situation. Ils auraient fait comprendre que l'ennemi, encore une fois, c'est le pétrole et pas le moteur thermique. Sortons du pétrole. On sait mettre n'importe quoi comme carburant dans un moteur thermique, autre chose que du pétrole, pour créer une étincelle, faire redescendre un piston. C'est facile. Moi, je roule au superéthanol en hybride, je peux vous dire que je pollue quasiment pas. Donc on sait faire. Donc si on avait, au lieu d'imposer une technologie, proposé un agenda raisonnable, on n'en serait pas là. Vous qui êtes membre du Haut Conseil pour le climat. Donc je parle en tant que directrice de Transport et Environnement, mais du point de vue très, très physique, je dirais les biocarburants ont beaucoup de limites environnementales, polluent à peu près autant que les fossiles et utilisent de l'eau, des engrais azotés. Donc on n'est pas du tout sur l'alpha et l'oméga de la décarbonation. On pourra en discuter, ça. Il faut absolument garder le cap sur 2030. Ça veut dire que le carbone qui absorbé pollue. Non, le carbone qui est absorbé pendant qu'on cultive un petit peu ce qu'il faut pour le biocarburant, pour le superéthanol, pour les betteraves, tout ça, ça doit être pris en compte aussi. Oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'huile que vous utilisez avec les biocarburants, c'est de l'huile que vous n'utilisez pas dans la nourriture ou pour l'alimentation animale et qui va finalement être dérivée de l'huile de palme. Aujourd'hui en France, le bioéthanol, par exemple, n'est pas du... Aujourd'hui en France, Téléphone à bioéthanol France, c'est pas du tout en concurrence avec la nourriture. 70% de notre bioéthanol est importé. Diane Strauss, pardon, mais juste sur les 2035, vous pensez que ça a été arbitrairement décidé ou pas ? Ou est-ce que c'était sur un coin de table et on n'a pas pris en considération les attentes des gens ? Non, mais il faut absolument garder le cap de 2035, ou au moins le signal d'investisseurs sur l'électrique. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que là, on est vraiment à un moment charnière. Croiser des chemins. Pourquoi est-ce que les constructeurs demandent l'avancée de la clause de revoyure ? Parce qu'ils sont à un moment où ils peuvent investir. C'est le moment où ils doivent décider de leur nouveau cycle d'investissement. Alors, est-ce qu'ils investissent dans la nouvelle Clio thermique en Turquie ou est-ce qu'ils investissent dans l'électrique en Europe ? C'est ça la question. Est-ce que la solution, ce n'est pas les hybrides ?
Alors non, la solution, ce n'est pas les hybrides, parce que les hybrides, ce sont des voitures thermiques très efficaces, mais en fait, quand vous regardez sur la route, elles polluent 5 fois plus que ce qui est annoncé au moment de la vente. Donc c'est vraiment le prochain Dieselgate, l'hybride, vraiment. Ah bon? Oui, alors, rechargeable. Ah, rechargeable. Alors attendez, on va vous soumettre une archive. Vous mettez autre chose dans le réservoir que du pétrole. Je vous sens nostalgique, vous. Donc regardez, c'est une archive. On retourne à Poissy dans les Yvelines, mais on est en 67, en pleine 30 glorieuse. La bagnole règne sur la France et l'ancêtre de l'usine Stellantis tourne à plein régime. L'importance de l'industrie automobile se traduit dans ses chiffres de production et d'exportation. Pour leur part, les usines de Poissy ont produit en 1966 286 600 voitures. Elles en ont exporté 139 500. L'ensemble de l'industrie automobile française a produit un total de 2 024 200 voitures et en a exporté 700 000. Si l'on tient compte des 5 000 établissements qui travaillent pour l'industrie automobile et des 12 millions de mètres cubes d'essence consommés en France en 1966, on imaginera aisément le rôle primordial que l'automobile joue dans l'économie du pays. C'est ce qui donne toute son importance à la naissance d'un nouveau modèle, comme la 1100, la nouvelle traction avant à moteur transversal. Daniel, c'est vrai que c'était une époque où on était fiers de nos usines automobiles. Aujourd'hui, la France l'est moins. On a l'impression que dès qu'on parle auto, c'est pour critiquer, pour se dire qu'elle est à l'origine de tous nos maux. Oui, et puis là, c'est la très belle usine emblématique de Peugeot. C'est Poissy, qui est aujourd'hui, dont la moitié des hangars sont vides, malheureusement. Et maintenant, on dit aux Français, soit vous achetez électrique, soit vous n'achetez plus. C'est ça qu'ils comprennent quelque part, non? Est-ce que ça a été bien fait? Alors, il y a peut-être un problème pédagogique, il y a peut-être tout un accompagnement à faire, on est complètement d'accord. Maintenant, il y a des échéances. Et je crois que les pouvoirs publics ont raison de booster. Rien ne se fera si on n'a pas un vrai accompagnement, mais de tous, des consommateurs, des producteurs, etc. C'est un accompagnement global. Yves Carabouillonne. L'objectif, c'est la multitechnologie et la multi-énergie. On n'aura pas d'autre choix. C'est-à-dire électrique, hybride, pour vous, il y a tout. Le bioéthanol, il faut tout garder. Tout. Parce que vous vous dites qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, mais tout le monde ne prendra pas la solution du biocarburant ou du biomagène. Il y en aura qu'on aura des batteries, puis il y aura de l'hybride rechargeable, du carburant, de l'hydrogène, pourquoi pas. Il faut une multi... Et le consommateur choisira. Diane Strauss, le choix, mais orienté. On garde le cap sur 2035 et on développe une Europe stratège qui organise la production européenne avec des composants européens, un Buy European Act avec acheter européen. Surtout les flottes, les grandes entreprises peuvent acheter européen et on protège l'Europe. On protège l'Europe avec des droits de douane et en s'assurant que tous les investissements étrangers font du transfert technologique. Très bien. Eh bien, écoutez, on a compris que vous ne seriez pas d'accord, mais en tout cas, c'était intéressant. On a entendu tous vos arguments déployés en éventail. C'est comment qu'on freine, comme disait Alain Bachung. Merci à tous les trois. Dans un instant, l'actualité toujours vue par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. L'avion de la ministre de la Défense espagnole a été victime d'un brouillage GPS près de l'enclave russe de Kaliningrad hier ou avant-hier, et un scandale entache le site français de littérature, Babelio. Mais d'abord, le mot vedette du jour repéré par Thibault Nolte. Cour des comptes et leur rapport toujours plus foisonnant, c'est entendu. Non, la question examinée par la Cour des comptes dans un... Le rapport de la Cour des comptes... La Cour des comptes? Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Cour des comptes, du latin curtis, enclos, et computus, calcul, désigne l'institution qui contrôle l'usage de l'argent public, punit les manquements et en informe le public avec ses nombreux rapports. Le 23 septembre, la plus grosse entreprise de l'audiovisuel public, propriété à 100% de l'État, a fait l'objet d'un nouveau rapport de la Cour des comptes. L'institution ne cherchait pas à juger la grille des programmes, qui capte près de 30% de l'audience télé, mais à analyser en 166 pages l'évolution de la santé financière sur 10 ans de ce robinet à images, financé sur fonds publics à 80%, 2,6 milliards d'euros en 2024. Et son rapport fout les miquettes. Spoiler alerte, il est question de situation financière critique. La Cour des comptes existe depuis 1807, créée par Bonaparte qui voulait, après que la Révolution a guillotiné les chambres des comptes de l'Ancien Régime, avoir à nouveau l'œil sur le magot national. Cette juridiction unique devait juger l'utilisation de tout flous public et dénoncer, mais seulement à l'empereur, prévarications et malversations. En 2025, cette Cour indépendante se considère pile poil entre Parlement et gouvernement, qu'elle assiste tous deux.
Chaque année, petits et grands gaspilles de la nation sont consignés dans 200 rapports établis par 800 collaborateurs, dont quantité d'énarques, la Cour étant un choix de choix pour les cadors de l'école, dont certains ex-ambitieux. Les magistrats financiers de la Cour des comptes, sous l'autorité d'un premier président, irrévocablement nommé par le président, ont ainsi récemment applaudi la gestion du chantier de Notre-Dame, condamné 2 dirigeants d'un crédit municipal, un maire et sa secrétaire de mairie. C'est pourtant clair, touche pas au Grisby, salope! Bien vu Thibault Nolte. Marie Bonisseau, Xavier. Oh, dites donc, tiens, vous avez recouvert. Là, il commence à faire frais. Hein. Oh, c'est l'automne, mon bon monsieur. Mauduit. Alors, serait-ce une provocation russe de plus? L'avion de la ministre espagnole de la Défense a été victime hier d'un brouillage près de Kaliningrad. Et vous nous conduisez dans cette enclave russe qui n'est pas très câline. Oui, c'est oui, on peut le dire. Nous sommes le 2 août 1945, Elisabeth, quand les Alliés signent les accords de Potsdam. Ça se trouve dans la banlieue de Berlin. Staline pour le RSS, Truman, président des États-Unis, Attlee qui vient de remplacer Churchill pour le Royaume-Uni. Et tous ces gars-là veulent construire le monde alors que l'Allemagne vient tout juste d'être vaincue, l'Allemagne nazie, et puis que le Japon est sur le point de capituler. Et parmi toutes les décisions prises pendant cette conférence, il y a le sort de la ville et puis du territoire qui va autour de Königsberg. C'est allemand, ce nom? Oui, ça sonne allemand. C'est une ville qui a été fondée au XIIIe siècle, en 1255 précisément, par les chevaliers teutoniques, des gars qui se baladaient grâce à leurs chevaux aussi et grâce à un autocar, comprenez Autocar II, roi de Bohême. Oui, il est venu les aider parce que tous ces gens-là sont en croisade. Vous savez, quand on dit croisade, bien sûr, notre esprit nous conduit vers la Terre Sainte, Jérusalem. Et c'est d'ailleurs là où a été fondé l'ordre des chevaliers teutoniques, dont des petits potes venus de l'Allemagne du Nord et qui se mettent en ordre religieux, combattant. Ce sont des moines soldats, vous voyez, qu'on pourrait comparer plus ou moins aux Templiers. Mais dire ça, c'est oublier qu'au même moment, vous avez d'autres croisades et une croisade en Europe du Nord, et tout le long de la Baltique. L'idée, c'est d'aller évangéliser les peuples baltes. Et l'ordre teutonique devient ultra puissant. C'est presque un État avec la fondation de villes. C'est le cas de la ville de Königsberg, littéralement le mont du roi, en l'honneur de celui dont je vous parlais, Autocar, et ils construisent solide, hein, c'est du lourd, c'est-à-dire qu'ils font une ville fortifiée, très puissante, ils ne vont pas se contenter d'un simple arrêt de bus. Et voilà, voire même d'un abribus. Alors, donc c'est une ville très convoitée. Mais particulièrement convoitée parce qu'elle est stratégique. Nous nous trouvons au nord de la Pologne, la Lituanie n'est pas loin. En fait, c'est ce que l'Allemagne possède le plus à l'est. Mais voilà, cette ville, avec son grand château, est bombardée complètement pendant la Seconde Guerre mondiale, et quand les Russes arrivent en avril 1945, en fait, ils découvrent un champ de ruines. Eh bien, vous l'avez compris, pendant les accords de Potsdam, ce territoire et cette ville, donc, sont confiés à l'URSS. D'ailleurs, il change très vite le nom, il l'appelle Kaliningrad, en l'honneur de Mikhail Kalinin, c'est-à-dire le président du Présidium du Soviet suprême, qui vient tout juste de mourir en 1946. Et dès lors, l'URSS, et ça continue après sous la Russie, il y a la volonté d'effacer toute cette histoire prussienne, ou en fait plutôt de la réécrire à leur manière, et de manière favorable, parce que, vous le savez, les Russes sont très forts pour brouiller l'histoire. Et ça, c'est pas bien, c'est trop laid. Oui, vous êtes de Vire. Oui. Il y avait l'almanach Vermo, il y a l'almanach Virmo maintenant. C'est vous, mon gars. Merci, monsieur Mauduit. Alors, Marie, l'affaire Babelio jette un froid apparemment sur la rentrée littéraire française 2025. Une histoire de mauvaises notes attribuée à des livres sur les réseaux sociaux des passionnés de littérature, attribuée un peu tôt. Voilà, c'est ça. Donc Babelio, avant qu'il soit en librairie, quoi. Exactement. Babelio qui a un réseau social vieux en âge d'Internet, puisqu'il a quasiment 2 décennies. Ouais. Et donc, ça fait presque 20 ans que sur cette plateforme en ligne, qui veut, il suffit de se faire un compte, peut aller commenter les livres qu'il a lus et leur mettre des notes. 500 000 avis chaque mois, quand même, sont publiés sur Babelio. Ça a un impact indirect sur les ventes en librairie et ça a un impact très direct sur les ventes chez les géants comme la Fnac, Amazon, puisqu'ils avaient un bouton comme ça juste à côté du livre pour directement les acheter chez eux. Bref, une bonne réputation sur babelio.com, c'est important. Une mauvaise réputation aussi. Or, en juin dernier, c'est-à-dire que les romans de la rentrée littéraire sont prêts, ils sont écrits, mais ils ne sont pas encore en vente. Ça, faut attendre fin août. Ils ont été quand même envoyés aux professionnels du livre, aux libraires, aux journalistes, pour lire pendant tout l'été. Des preuves. En juin dernier, quelques écrivains et écrivaines s'aperçoivent que leur œuvre a déjà une très mauvaise note sur Babelio.
Alors, voire plusieurs très mauvaises notes. Ils se parlent, ils s'appellent, ils échangent entre eux et puis ils demandent des explications à la plateforme qui leur confirme que ces avis très négatifs proviennent d'un seul ordinateur qui se serait créé plusieurs identités pour tirer plein de flèches sous plusieurs pseudonymes. Babelio a très vite supprimé ses comptes. Mais l'affaire a rebondi après l'été, donc dans les salons littéraires, et puis sur France Inter. Ce lundi, des éditeurs et des éditrices se sont dit choqués de ces méthodes. Et alors, ils pensent que ce serait une écrivaine ou un écrivain qui a voulu saquer ses concurrents en librairie pour cette rentrée littéraire. Babelio n'a, c'est important de le dire, rien confirmé, rien dit. Et on ne saura probablement jamais, parce que personne n'a porté plainte, on ne saura jamais le fin mot de ce scandale virtuel qui n'a, il faut le dire aussi, pas eu d'impact sur les ventes puisque les notes mauvaises ont été très vite effacées. Mais ce qui est intéressant dans ce petit scandale, c'est que ça révèle d'abord l'importance qu'a pris cette plateforme Babelio pour le milieu littéraire. Il y a un écrivain, Grégory Le Floch, qui a parlé au Nouvel Observateur et qui a avoué bien volonté que lui, il va tout le temps, et il n'est pas le seul, il va tout le temps voir ce qu'on dit de son livre sur Babelio au moment de sa sortie. Il dit « J'ai tellement peur que mon roman n'existe pas parmi tous ceux qui sortent. Peu importe ce qui est écrit, je veux qu'il y ait des avis dessus. » Et alors, ces avis, ils semblent totalement injustes à beaucoup d'autres auteurs et autrices. Babelio, c'est le bulletin de notes d'une école où je ne me suis jamais inscrit. Ça, c'est Victor Pouchet qui dit ça, un autre auteur qui déteste comme beaucoup ce système de notation avec des étoiles. Comment on peut réduire un livre à des étoiles? Et pire, il y a une version anglophone de Babelio qui s'appelle la plateforme Goodreads. Et alors là, il y a des gens qui mettent juste un DNF. C'est quoi? Did not finish. Je n'ai pas fini. Ils mettent juste ça. C'est horrible. Alors, justement, quand même, il faut le dire, Babelio vient de changer un petit peu son système de notation, puisqu'il prend de l'ampleur. Du coup, ils ont mis plus de poids aux commentateurs les plus actifs et les plus expérimentés. Pour que, s'il y a un amant et conduit jaloux qui, comme ça, qui met juste un 0 pointé pour se venger à la volée, et ben, ça va peser moins lourd qu'un vrai bravo d'une fidèle lectrice. Délivrez-nous des évaluations. Merci à tous. Demain, 20h05, c'est le Club avec Renaud Dely, Das Club sur Arte. On se retrouve lundi. Tchuss.